Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle. Je suis ravi d'être là avec vous et je suis là pour vous guider avec style et efficacité. Attends une minute là, il se passe quoi? C'est un webinaire sur l'intelligence artificielle. Il est donc normal que je présente. Bon, même si côté intelligence, la tienne elle est réellement artificielle. Non mais ça va, oui. Non, donc si je comprends bien, tu veux lancer le webinaire à ma place. Pas question, hein. L'IA, c'est bien joli, mais il faut pas non plus trop pousser, hein. Oui, mais je ne veux pas te remplacer, Marc. Je voulais juste te donner un coup de main, alléger un peu ta charge. Tu restes le boss ici, hein? Aucun doute là-dessus. Ah, bon, allez d'accord, mais je garde la main sur le contenu, hein. En revanche, si tu veux expliquer comment fonctionne Livestorm, je t'en prie, là-dessus, je te laisse le faire. Waouh, avec plaisir. Alors, pour que tout se passe bien, eh bien, durant ce webinaire, voici 2 choses à savoir sur Livestorm. Pour échanger entre participants ou réagir en direct, utilisez simplement le chat sur le côté de votre écran. C'est là pour discuter, faire des commentaires ou juste dire bonjour. Et puis si vous avez une question spécifique à poser à notre intervenant, merci d'utiliser l'onglet Questions. Cela nous permettra de les retrouver facilement et d'y répondre à la fin. Bon bah bravo. Non, merci l'avatar et finalement, tu te débrouilles pas mal pour une IA. Oh, merci Marc. Mission accomplie pour moi donc. Je te laisse reprendre la suite en chair et en os. Bon, on va évidemment peut-être vous donner quelques détails pratiques avant d'accueillir notre intervenant du soir, donc sur cette formation sur l'intelligence artificielle, avec des infos d'abord importantes liées d'abord pour les référents numériques. On vous rappelle qu'il y a un forum qui vous est destiné, ce sera le mercredi 14 mai. Certains nous ont demandé si c'était encore possible de s'inscrire. Oui, c'est possible. Le lien, vous allez l'avoir là maintenant dans le chat et donc n'hésitez pas à vous inscrire. Attention que ces inscriptions sont possibles jusque ce vendredi midi au plus tard. Donc ça, c'est la première information. Deuxième information pour vous dire qu'il y a une communauté de partage qui est donc là sur Facebook, qui était à la base ouverte uniquement aux référents numériques. Et puis, il y a eu beaucoup de demandes pour nous dire, mais est-ce que vous ne l'ouvririez pas à l'ensemble des enseignants? Donc, ce sera fait et donc, à partir de maintenant, vous pouvez vous inscrire en tant qu'enseignant sur cette communauté de partage qui n'est accessible que via la réponse au questionnaire qui vous est proposé. On vous demandera votre numéro de phase, simplement parce qu'on a envie d'être entre nous et que voilà, des gens hors de notre profession, par exemple, viennent nous inonder de messages qui n'ont aucun sens. Donc, n'hésitez pas. Pour trouver cette communauté de partage, vous tapez sur Facebook communauté de partage numérique DEF pour la direction de l'enseignement fondamental. Autre information aussi, on va vous lancer là un Forms, on vous le relancera en fin de webinaire. Ce Forms, il est là pour pouvoir réaliser les choix des webinaires pour l'année prochaine. Donc c'est important, on veut vraiment faire en sorte que l'on réponde un maximum à vos attentes. Donc voilà, ce Forms, vous pouvez aller y répondre, je dis maintenant ou en fin de webinaire, mais c'est vraiment important qu'on ait votre avis. Et puis peut-être déjà vous signaler aussi, parce que on sait que vous êtes nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire. C'est donc le sujet vous intéresse beaucoup et sachez déjà que l'on peut vous annoncer des formations spécifiques sur l'intelligence artificielle, des formations modulaires, on appelle ça, ou des formations à besoins personnalisés, donc qui auront lieu dans les différents diocèses. Certaines parleront de l'IA et de la pratique enseignante avec l'IA
l'IA, et puis d'autres seront eux plus liés à l'IA comme objet et outil d'apprentissage disciplinaire. Donc n'hésitez pas dès que le catalogue de formation sera là de vous inscrire, surtout qu'en général les places sont limitées. Voilà, je pense avoir tout dit. Peut-être quand même essayer de voir qui vous êtes et peut-être là lancer un sondage. Donc en bas à droite, vous voyez qu'il y a dans les liens les fameux liens dont je vous ai parlé. Et puis il y a un sondage, il y a un petit 1 qui vient d'apparaître là. C'est de manière à savoir un peu quelle est votre fonction, quelle est la fonction la plus représentée dans celles qui sont là. Alors vous allez me dire, oui, moi je fais plein de choses, vous mettez celle la principale à ce moment-là. Donc, est-ce que vous êtes instituteur, institutrice maternelle, primaire, polyvalent? Est-ce que vous êtes RN, directeur? Est-ce que vous êtes autre, un membre du PO par exemple, ou que sais-je? Donc n'hésitez pas à nous dire, comme ça nous fait un petit sondage pour pouvoir justement préciser à Maxime Duquesnoy, que l'on va accueillir, pouvoir préciser à Maxime quelle est la tendance générale. Maxime qui nous rejoint et donc qui est notre invité. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors, je me souviens c'était au début des webinaires où c'est toi qui étais dans la transaction et j'avais été invité à un moment donné avec toi. Et donc, j'ai envie, je vais te présenter comme étant notre monsieur intelligence artificielle au CEGEC. Ça, c'est le résumé. Mais si toi, tu devais parler de toi en quelques mots, tu dirais quoi? En quelques mots, technopédagogue au CEGEC pour l'enseignement pour adultes et à la base instituteur primaire et qui a changé de domaine tout en restant dans l'enseignement, mais en passant pour les adultes il y a une quinzaine d'années maintenant. Alors, l'intelligence artificielle, tu t'es tourné vers elle parce que par curiosité à la base, vraiment au tout début, et puis aussi pour répondre à pas mal de questions, à pas mal de besoins, de craintes qui émergeaient, parce que finalement, la presse était pleine de ChatGPT de tous les côtés et les boîtes mail explosaient au CEGEC avec des questions, des inquiétudes, des interrogations, des espoirs. Et donc, l'envie, la curiosité d'aller voir ça et d'explorer tout ça, surtout au niveau pédagogique. Et donc, le contenu de ce webinaire, on va évidemment préciser ce qu'est l'intelligence artificielle parce que je crois que c'est important. On va parler de différentes IA parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, mais je sais qu'il en existe plusieurs. Donc, on ira surtout sur les intelligences artificielles génératives. On précisera, hein, c'est des gros mots peut-être pour certains encore là maintenant. Et puis, on partira aussi sur des exemples déjà concrets d'utilisation de l'IA au service de sa pratique enseignante ou bien au service de la classe tout simplement et d'attendus disciplinaires. Alors juste pour te préciser qu'on est dans la grosse majorité sur des enseignants présents, mais pas que. Je vois qu'il y a des directions aussi présentes, 11%, donc qui sont là avec nous, et puis autres. Là, malheureusement, je ne peux pas préciser dans le chat, d'ailleurs, ça peut être intéressant. Donc, il y a quand même 10% des personnes qui sont là qui ne sont ni enseignants ni directeurs. Donc, je parlais du PO, mais aussi des gens qui sont intéressés par la thématique. Donc, voilà, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Juste une précision, c'est bien toi, c'est pas un avatar, c'est bien… C'est bien moi, en chair et en os. Et là, je n'ai pas envoyé d'avatar pour me remplacer ce soir. Allez, Maxime, c'est à toi. Voilà, bonsoir à tous. Alors, comme Marc vous le disait, ce qu'on va faire, c'est d'abord débuter un tout petit peu pour être sûr de parler de la même chose, d'avoir finalement le même langage et d'être bien au clair sur ce qu'est l'IA et ce dont on parle au niveau de l'IA. On verra beaucoup de choses dans la soirée. Vous allez voir que parfois, je vais passer des slides très, très vite. Parce que je voulais que le support que vous puissiez avoir à la fin du webinaire soit le plus complet possible. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas si je passe volontairement sur certains slides, c'est surtout pour que le support soit pour vous le plus complet à la fin. Alors, petite question qui s'est posée, Marc me demandait comment j'en suis arrivé à m'intéresser à l'IA parce que finalement la question c'était est-ce qu'on est face à juste une évolution ou une révolution dans l'enseignement. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une grosse révolution, mais je vais vous redonner une certaine image que certains d'entre vous ont peut-être connue, que moi j'ai connue dans ma classe
quand j'ai commencé à enseigner en primaire, c'était la stencileuse. Et quand la photocopieuse arrivait dans les écoles, je ne suis pas si vieux que ça, hein, il y en existait déjà quand j'ai commencé, mais c'était la révolution. J'avais des collègues qui me disaient oh là là, c'est bien dommage, avec les stencils, on pouvait écrire en rouge, en bleu, en vert, en noir. Avec les photocopieuses, c'est plus que du noir et blanc, on est en train de perdre plein de choses. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je ne suis pas mécontent de plus avoir de carbone à utiliser aujourd'hui et plutôt très content de pouvoir finalement utiliser une photocopieuse. Et finalement, si on regarde un peu moins loin, avec Wikipédia, il y a eu un peu la même chose. On était occupé de se dire à un moment donné, mais les élèves ne vont plus aller à la bibliothèque, employer un dictionnaire, etc. Et aujourd'hui, globalement, Wikipédia fait partie des pratiques, je veux dire, courantes de plein de personnes. Et voilà, évidemment, on regarde Wikipédia avec un regard critique, on sait comment ça fonctionne. Et je pense que l'IA, c'est un peu la même chose. Il faut pouvoir se dire que il faut la regarder avec un regard critique et on verra aussi ce qu'elle va nous apporter et ce qu'elle peut nous apporter. Alors, l'IA, c'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est quelque chose d'assez vieux finalement. On en parle depuis le milieu du XXe siècle. Alors, évidemment, c'était réservé à des scientifiques, etc. On en reparle à la fin du XXe siècle quand vous avez Kasparov qui joue aux échecs contre le système Deep Blue. Et puis, finalement, ça reste un peu sur le côté. C'est des grands scientifiques qui en parlent. Nous, dans notre quotidien, on ne parle pas de tout ça. Et on en reparle il y a quelques années, quand ChatGPT fait son entrée sur le marché, et on a un peu l'impression de quelque chose de miraculeux qui apparaît comme ça, alors que finalement, on est dans une évolution des systèmes informatiques. Parce que l'IA, c'est quoi ? Ça reste un système informatique, mais qui va être capable de gérer un nombre incalculable de données en un temps éclair. Et donc, ça change quand même pas mal les choses parce que on va pouvoir demander à la machine de nous aider à traiter toute une série de données. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on appelle le machine learning, etc. Mais il faut savoir que quand on parle de l'IA, on commet presque une erreur de langage. On devrait parler des intelligences artificielles parce qu'évidemment, il y en a beaucoup et il y en a plusieurs. Alors, aussi peut-être quand même rassurer un tout petit peu parce que l'IA, on la voit beaucoup dans les films de science-fiction des années 80, 90. L'IA forte, telle qu'on la voit dans beaucoup de films, n'existe pas aujourd'hui, peut-être demain, mais en tout cas, elle reste aujourd'hui de la science-fiction, c'est-à-dire cette idée qu'une machine qui penserait de sa propre initiative sans l'être humain, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle les IA faibles, c'est-à-dire qu'elles agissent par rapport à la demande de l'humain. Et on verra après, c'est justement comment vous allez formuler votre demande qui va être important. On n'est pas face à Merlin l'Enchanteur, donc je suis désolé de vous décevoir si vous espérez découvrir ce soir comment l'IA peut donner quoi à votre place. Ça ne marche pas comme ça, même si on peut avoir de super avatars comme celui de Marc. En fait, l'IA va répondre à votre demande et plus votre demande sera précise, bien formulée et concrète, mieux sera le résultat par la suite. Alors, aussi simplement, pouvoir pointer que l'IA, dans notre quotidien, elle existe déjà. Pensez notamment à Waze. Quand vous faites votre itinéraire avec Waze, c'est pas simplement une carte routière. Il y a une IA derrière qui va calculer la position des autres usagers, qui va calculer à la fois le meilleur chemin, mais aussi le fait que le chemin que vous allez emprunter ne va pas à terme venir saturer le trafic routier. Et donc, avec Waze, vous êtes avec une IA très limitée, mais qui fait que parfois, vous n'aurez pas le même itinéraire que votre voisin, simplement parce qu'elle va anticiper d'autres choses. Vous avez d'autres types d'IA qu'on va retrouver sur Alexa, Google Chrome, des choses comme ça, et des IA, des chatbots, comme vous avez sur l'image ici en bas à droite, un peu plus simplistes, dans le sens où ces chatbots qu'on retrouve par exemple sur des sites internet sont parfois extrêmement limités, puisqu'ils ne délivrent que des informations qui sont disponibles sur le site et ou dans un document, mais pas sur Internet.
Et donc, c'est important de garder ça en tête. Alors, sans rentrer non plus dans un cours de morale ou de juridique, juste quelques points quand même qui me paraissent extrêmement importants d'un point de vue éthique et déontologique quand on utilise l'IA, surtout pour nous qui sommes enseignants et qui, du coup, d'un côté, avons quand même à montrer un certain exemple, en fait, ça c'est mon point de vue par rapport à nos élèves, mais en tout cas à savoir ce qu'on fait quand on utilise l'IA. Il y a certainement un point extrêmement important, c'est la confidentialité des données. J'imagine bien que comme moi, vous avez lu les 80 pages chaque fois quand vous créez un compte sur une IA quelconque, que ce soit ChatGPT ou autre. Qu'est-ce que ça dit en 2 mots? Que vous avez le droit d'utiliser l'IA de manière gratuite, à condition que vous la laissez s'entraîner avec vos requêtes et avec les données que vous lui fournissez. Je vous donne un exemple. J'interroge l'IA sur les activités culturelles intéressantes à Bruxelles. Finalement, ça ne mange pas de pain. Je ne suis pas occupé de donner beaucoup de données à l'IA. Par contre, je vais lui donner mon CV, je vais lui donner différentes données personnelles. D'une certaine manière, je la nourris et donc elle a le droit aussi de réutiliser ce que je lui donne. Un exemple d'actualité auquel je me suis prêté comme quasiment tout le monde. Vous ne pouvez pas ne pas avoir vu les starter packs apparaître sur votre fil Facebook ou Instagram ces dernières semaines, ou alors c'est que vous n'êtes pas sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe? On a tous fait, en tout cas tous ceux qui l'ont fait, on a mis notre photo dans ChatGPT et on lui a demandé un starter pack. Qu'est-ce qu'on a accepté à ce moment-là? Ça, parfois, on ne le sait pas ou on l'oublie. C'est que ChatGPT a le droit maintenant d'utiliser ma photo pour d'autres possibilités. Alors, je ne pense pas que ma photo sera utilisée par l'IA pour faire une pub sur les shampoings, mais si je la retrouve un jour sur une pub sur les implants capillaires, je n'aurai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, puisque d'une certaine manière, j'ai accepté que mon image fasse partie intégrante des données du modèle ChatGPT, ici en l'occurrence. Et ça, on n'y pense pas suffisamment, et surtout, on n'est peut-être pas assez attentif pour nos élèves. Dans votre cas, vous êtes avec des élèves mineurs. Même moi, si je travaille avec des adultes, il y a évidemment le respect du droit à l'image, des données, la protection des données. Et c'est quelque chose auquel il faut être très attentif. Toujours se poser la question, quand j'utilise une IA, quand je lui mets des données, que ce soit une photo ou du contenu, est-ce que je ne suis pas occupé finalement de la nourrir avec des données que je n'ai pas le droit ici de pouvoir partager? Il y a évidemment aussi, et ça fait pleinement partie de nos missions et de l'éducation aux médias, tous les risques de fake news, de manipulation de l'opinion publique. Quand on voit le merveilleux avatar de Marc, on se dit que demain, on peut avoir de fausses vidéos de Marc qui vient vous expliquer le webinaire, peut-être de manière très, très professionnelle, et inversement avec un contenu totalement détourné. Et là aussi, il y a évidemment des choses à faire et à travailler avec nos élèves. Et un dernier point sur lequel je vais quand même insister, c'est les algorithmes et les biais de l'IA. L'IA est nourrie avec beaucoup de données, ce qui fait que ces réponses sont arbitraires par nature, puisqu'elle est partie sur un ensemble de données et que parfois, vous n'allez pas obtenir la réponse attendue, ou vous allez être surpris de la réponse. Demandez la majorité des IA de vous concevoir l'image d'une salle de classe. Vous allez voir qu'elle ressemble rarement à votre salle de classe à vous. On va avoir une salle de classe qui est plutôt issue de séries télévisées à l'américaine et pas du tout dans notre conception. Vous verrez que les enseignants que l'IA produit sont toujours magnifiques, limite mannequin, etc. Il y a des billets, évidemment, parce qu'on a nourri l'IA avec des billets de base. Et donc, de fait, les images, notamment, mais aussi le contenu textuel, va être en partie biaisé. Voilà. Mais évidemment, Dominique, vous aussi, vous êtes magnifique. C'est pas toi que je visais, absolument pas. Et donc, voilà, des différents points avec lesquels il faut faire attention. Et c'est important aussi, peut-être pas pour les plus jeunes, mais à partir de la P5, P6, mais même avant, de pouvoir les sensibiliser par rapport à tout ça
et surtout de garder un recul et un esprit critique par rapport à ces différents biais. Et le dernier point sur lequel je voudrais aborder avant de rentrer dans le concret, c'est le principe de la propriété intellectuelle. Évidemment, on peut se dire que l'IA va faire à la façon d'eux et ainsi de suite, mais néanmoins reste quand même un peu un questionnement, et même au niveau juridique, de se dire est-ce que l'IA n'est pas occupée de piller, de faire du plagiat de choses existantes. Alors, autre exemple d'actualité, hein, quand vous avez eu sur vos fils, en plus du starter pack, toutes les photos, les avatars que l'IA produisait sur base de Pixar, Disney, les studios Ghibli, etc., se pose la question juridique. Aujourd'hui, d'un point de vue juridique, on estime que le style d'un dessinateur n'est pas soumis au droit d'auteur. Mais quand même, éthiquement, ça pose problème, quoi. Si je dessine comme Hergé, si je dessine comme chez Disney, on voit bien l'empreinte de l'auteur. Et donc, il y a quand même là des choses, en tout cas, à s'interroger, aussi de la manière dont on nourrit l'IA. Aller mettre une œuvre protégée dans l'IA n'est pas permis, puisque finalement, vous partagez avec quelqu'un d'autre, même si c'est une machine, quelque chose que vous avez accepté normalement de protéger. Et dernier petit point, c'est la question liée à l'environnement. On sait que l'IA consomme beaucoup. Après, je veux pas tomber non plus dans l'aspect inverse où il faudrait diaboliser l'IA. Si vous passez un week-end devant Netflix, vous allez consommer beaucoup d'énergie aussi. Mais je pense que c'est important de dépasser le côté fun et nouveauté de l'IA à un certain moment et toujours de se poser la bonne question. Est-ce que j'ai besoin de l'IA pour faire ça? Est-ce qu'une bonne recherche dans Google ne serait pas aussi efficace? Est-ce que je n'ai pas sur mon ordinateur l'image que je veux demander à l'IA de générer alors qu'elle existe déjà chez moi? Pour vous donner un petit résumé des choses, une requête sur IA, ChatGPT par exemple, c'est 6 fois de plus de consommation qu'une recherche sur Google. Et demander de l'aide à une IA pour faire un mail, c'est l'équivalent de 5 litres d'eau. Et donc, voilà, évidemment, à chaque fois, voilà, je vois que quelqu'un dit chaque fois que je fais un prompt, j'ai l'impression de tirer la chasse. Il y a un peu de ça. Après, je dirais que prendre sa voiture, ça consomme aussi. Et parfois, on ne se pose pas la question non plus. Donc, il ne faut pas tomber dans l'extrême avec le côté IA, mais il faut pouvoir aussi se dire assez vite, est-ce que j'en ai besoin pour ça? Et est-ce que je peux agir de manière responsable une fois l'aspect découverte et l'aspect, je veux dire, oui, découverte de l'IA et l'effet wow qui va s'en suivre et avoir un peu de sobriété par rapport à ça. Maxime, Oui. Alors on y reviendra, mais je trouve que c'est intéressant parce que tu parles de sobriété, on doit avoir cette réflexion, avoir un regard critique par rapport aux usages qu'on a fait, voir s'il y a une réelle plus-value en utilisant cette IA par exemple. Et alors je sais qu'on va en parler, mais c'est parce que j'ai peur que ça parte dans le fil des questions. Et donc juste avoir cette question de Sabrina sous les yeux et on va la garder en mémoire tout au long de notre intervention. C'est l'IA bouleverse l'école, ça va tellement vite, nous dit-elle. Comment aider les élèves à garder le goût de l'effort et à développer un esprit critique face à un outil aussi puissant qu'omniprésent? Et c'est une grosse réflexion à avoir. Et on y reviendra, on reviendra là-dessus, mais ça va être aussi maintenant dans notre rôle en tout cas qu'enseignant dans ce volet numérique. On sait que quand tu parlais de la recherche d'informations par exemple, se poser la question, tiens, est-ce que l'IA est un véritable outil de recherche ou pas, puisqu'on doit travailler les outils de recherche en P3, P4, on doit créer des contenus et donc à un moment donné, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas créer les contenus, tout ça, enfin toutes ces réflexions-là, les questions justement des consommables, des énergies, sont des choses qu'on va devoir apprendre aux élèves. Et donc, plutôt que se dire c'est omniprésent et donc on risque d'être dépassé,
Internet est omniprésent et on apprend à nos élèves à porter un regard critique sur les contenus numériques qu'ils reçoivent. Donc, ce sera le cas aussi. Enfin, je ne sais pas ton avis par rapport à ça. Oui, très très clairement. Sur l'esprit critique, je te rejoins complètement et je rejoins complètement la question. Après, j'ai envie de dire que c'était déjà dans nos missions. Enfin, je vais dire, développer l'esprit critique de nos élèves a toujours été dans nos missions et l'est finalement même avant Internet, où on devait leur expliquer que telle revue ne vaut pas telle autre revue, que tel texte ne vaut pas tel autre texte. La question, je parlais tout à l'heure de Wikipédia, le côté esprit critique, c'était une des formations que je donnais au début de Wikipédia. Finalement, comment et la question était assez proche. C'était mais avec Wikipédia, les élèves n'auront plus le goût d'aller en bibliothèque, ils vont taper sur Wikipédia, ils vont tout prendre comme ça. Et ça a été le cas. Et ça, je crois qu'il faut l'accepter au début, parce que ça arrive et ça va certainement arriver, où il y aura cette période où les élèves et leurs parents, mettons les parents dans le même sac parfois aussi, vont se dire ah bah oui, c'est tellement facile, on va plus s'embêter à autre chose. Et si on prend Wikipédia, on voit qu'il y a eu cette phase très haute d'utilisation et puis un usage beaucoup plus raisonné, un usage beaucoup plus critique et où ce n'est plus anormal aujourd'hui d'aller avec les élèves sur Wikipédia pour corriger une page et montrer qu'on peut participer à un effort collectif du savoir. Je pense qu'avec l'IA, ce sera exactement la même chose. Ne pas tomber dans le tout à l'IA, montrer que une recherche... Prenons un simple exemple. Si vous cherchez un restaurant pour ce week-end, ce n'est pas l'IA qui va vous répondre. Une bonne recherche dans un moteur de recherche, voire dans une base de données spécifique des restaurants, sera beaucoup plus efficace. Et donc, finalement, ce sera une nouvelle question à se poser, de se dire, OK, on a l'IA, on a Internet, on a des bases de données documentaires, où est-ce qu'on va aller? Et je suis persuadé que certaines encyclopédies de la classe auront encore toute leur place par rapport à ça. J'espère, je suis peut-être un peu trop naïf, que ce goût de l'effort ne sera pas trop mis à mal par l'IA chez les élèves. Je préfère le voir comme un outil supplémentaire qui leur sera donné, peut-être pour dépasser certaines difficultés. Ce sera peut-être à nous d'être un peu plus imaginatifs pour leur donner encore plus envie de s'investir dans un travail et de leur donner peut-être plus de sens. Il y a peut-être certaines activités, oui, qui n'auront plus beaucoup de sens dans quelques années et qu'on devra repenser à la lumière de l'IA et des outils numériques qu'on a à disposition. Ouais, Sabrina le disait, ça va tellement vite, et c'est vrai que ça va tellement vite, mais ce tellement vite, c'est le présent des élèves qu'on a en face de nous, et ce sera leur futur. Enfin, et encore, on ne sait même pas ce que sera ce futur-là, donc il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut à un moment donné justement pouvoir les préparer, leur développer cet esprit critique. C'est cette éducation média qui existe en effet depuis la nuit des temps, en fait, dans notre réseau. Voilà, je te laisse continuer, mais c'est important. Oui, peut-être juste aussi, on vous a mis le lien dans les questions, puisqu'on m'a demandé avec quoi j'avais réalisé, enfin c'est pas moi, il a fait tout seul comme un grand, l'avatar, donc c'est juste ChatGPT pour, j'ai pris ma photo et j'ai demandé de faire ça en mode Pixar, et puis c'est l'application que vous avez là qui est avec Nosk pour pouvoir créer, voilà, c'était juste l'information, donc excuse-moi, je te laisse reprendre le fil de ta présentation. Avec plaisir. On va passer à quelque chose de plus concret. On va passer aux IA génératives. Je vous ai parlé de ChatGPT, mais là aussi, ce n'est vraiment pas la seule. Alors, les IA génératives, finalement, c'est ce qu'on emploie et qu'on voit le plus au quotidien. Des IA qui vont produire quelque chose, du texte, des images, de la vidéo, comme dans le cas de l'avatar, de la musique. Finalement, on va pouvoir avoir comme ça des outils de génération de contenu. On a souvent tendance à limiter ces IA génératives à ChatGPT et ou à Copilot, et finalement à oublier que à côté se développent plusieurs modèles, plusieurs systèmes et qui sont aussi extrêmement intéressants. Et si je peux vous donner un conseil, alors là, je ne vais plus parler de sobriété là pendant les prochaines minutes, mais parce que la phase de découverte nécessite aussi de pouvoir tester, c'est de ne pas avoir peur de tester d'autres IA génératives que celles que vous connaissez.
Souvent, on débute avec l'une et puis finalement, on y reste. Et voilà, on ne va pas non plus chercher ailleurs. C'est parfois intéressant de croiser, alors peut-être pas toutes, mais certaines IA génératives. Alors, je vous en montre quelques-unes ici. ChatGPT, j'imagine que vous la connaissez, hein, c'est la première qui était sur le marché et qui était à disposition. Copilot, c'est celle qui est associée à Microsoft. Gemini, celle qui est associée à Google, pardon. Perplexity, je vais vous la montrer juste après, est vraiment intéressante, par exemple, pour travailler sur de la recherche documentaire beaucoup plus poussée. Mistral est une IA française, et donc qui travaille avec un autre modèle de langage. Et DuckDuckGo AI Chat est une des rares IA génératives qui fonctionne sans compte. Et donc, par exemple, si je dois faire un choix avec mes élèves et que je n'ai pas de compte, c'est intéressant de se dire, tiens, si je travaille avec eux, pourquoi ne pas aller travailler avec DuckDuckGo AI Chat? J'ai pas de compte à créer et il n'y a pas d'historique des données. Donc, finalement, DuckDuckGo AI Chat ne va pas garder en mémoire les données avec lesquelles on a travaillé. Et donc, pouvoir opérer ce choix est déjà une première chose. Pouvoir se dire aussi à un moment donné, tiens, l'IA que j'utilise habituellement ne me donne pas le résultat que j'attends. Et donc, j'irai peut-être voir à côté si autre chose ne peut pas me donner le résultat escompté. Savoir aussi que, évidemment, c'est des grosses boîtes commerciales et donc elles vendent ce qu'on appelle leur modèle de langage. ChatGPT et Copilot, par exemple, partagent un modèle de langage assez similaire et donc vont avoir des réponses assez similaires, réponses qui vont être très différentes si vous allez chez Mistral. Et donc là aussi, c'est parfois intéressant de voir si le type de réponse ne correspond pas davantage à ce dont on a besoin. Moi, je trouve que c'est important. On m'a dit quand j'étais petit, et puis quand j'étais institut, je disais aux élèves de varier, de ne pas rester que dans le Larousse avec le dictionnaire, d'aller voir dans d'autres ouvrages de référence. Je disais la même chose pour les moteurs de recherche. Et donc, je pense que c'est vraiment important avec l'IA de pouvoir de temps en temps aller voir ailleurs ce qui s'y passe pour un peu comparer. Se poser aussi toujours la question, ici ce sont des IA génératives de texte. Si j'ai besoin d'une image, oui, ChatGPT et Copilot peuvent la créer, mais on va avoir des IA génératives d'images beaucoup plus spécialisées. Et donc là aussi, ça peut être intéressant de se dire, voilà, je vais aller finalement, comme on va dans un commerce spécialisé, je vais aller dans l'IA spécialisée pour avoir ce dont j'ai envie et ce dont j'ai besoin. Comment est-ce qu'on va leur parler à ces IA? On va leur parler avec des prompts. Alors, des prompts, c'est finalement un mot bien compliqué pour dire simplement les consignes qu'on va donner. Et je vous rassure, en tant qu'enseignant, vous avez toutes les qualités pour écrire des grands prompts. Vous devez simplement imaginer que l'IA, c'est un de vos élèves. Si vous appliquez ça, vous allez voir que l'IA va comprendre ce que vous voulez. Vous devez être clair et précis. Ne me dites pas le contraire, je suis sûr qu'avec vos élèves, si vous n'êtes pas clair et précis, ça ne marche pas. Vous devez être simple, vous devez donner un contexte, vous devez, comme avec les élèves, parfois répéter plusieurs fois ce que vous voulez pour l'avoir. Vous devez faire preuve de patience, comme avec les élèves. Vous allez devoir donner un feedback pour que l'IA sache si elle est ou pas sur la bonne route. Vous allez expérimenter et vous allez faire preuve de politesse pour deux raisons. Parce que je vous ai parlé de science-fiction, mais finalement, on n'est jamais à l'abri que les machines prennent le pouvoir et on sera peut-être content d'avoir été poli avec elles. La deuxième, elle est beaucoup plus terre à terre. Il est prouvé par plusieurs tests que les IA, finalement, parfois, donnent un meilleur résultat quand on leur fait, en tout cas, un feedback positif et une marque de respect. Politesse, c'est peut-être beaucoup dire, mais voilà. Et donc, gardez ça en tête parce que c'est aussi intéressant de pouvoir se dire OK, comment est-ce que je vais rédiger mes prompts? Autre manière de le dire, c'est j'aime bien cette méthode que j'ai trouvée sur Internet au Canada. C'est la méthode CAFE. Donner un contexte, décrire l'action, demander un format de sortie, comment est-ce que je veux que l'IA produise,
et puis échanger avec l'IA. Trop souvent, et sur le net, parfois on en voit beaucoup passer, on a des longs prompts où on vous dit vous copiez-collez, et dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à répondre aux questions de l'IA. Si vous avez testé, c'est génial dans un premier temps. Et une fois qu'on l'a fait 2 fois, 3 fois, 10 fois, on se dit, mais finalement, elle me répond toujours la même chose. J'ai un peu l'impression de tourner en rond et de ne pas avoir ce que j'ai besoin. Ces prompts sont là pour des choses très génériques. Et donc, par défaut, la réponse que vous allez avoir, elle va être très générique. Si vous avez déjà interrogé l'IA sur une méthode pédagogique, on va avoir des choses très justes, mais d'une grande banalité. C'est important de faire travailler les élèves en groupe, c'est important de donner des feedbacks, et tout ça est vrai, bien évidemment. Il ne faut pas oublier l'évaluation formative, mais tout ça, vous le savez déjà. Vous n'avez pas besoin d'une IA pour vous l'expliquer ou pour vous le dire. Il faut prendre les choses dans l'autre sens et vous poser la question, de quoi ai-je besoin pour mon cours, alors peut-être de demain ou d'après-demain, mais j'imagine qu'ils sont prêts. Alors, visons le retour des congés. Pour le retour des congés, qu'est-ce que j'aimerais avoir que finalement, j'ai de la difficulté à produire par moi-même, ou en tout cas qui est parfois complexe à produire parce que ça demande beaucoup de temps, parce que je n'ai pas toujours l'imagination nécessaire et pour lequel parfois je manque d'idées. Et dans ce cas-là, l'IA va être assez intéressante et va pouvoir nous donner des résultats. Alors, je vous ai mis dans les slides plein de prompts que vous allez pouvoir utiliser. On va en tester ici en live quelques-uns et on va essayer de voir justement ce qui fait la qualité d'un prompt. Alors, vous avez ici par exemple utilisé l'IA pour générer des contenus adaptés à différents niveaux de compréhension. Ce que je vous propose de faire, c'est, je vais vous partager ici mon écran et on va aller en fait tester plusieurs IA pour voir un petit peu le résultat. Alors, j'ai ouvert plusieurs onglets, ChatGPT, Copilot, Perplexity, NotebookLM, DuckDuckGo iChat et le chat Mistral. Et je vais vous proposer ici de simplement rédiger un prompt avec vous. Je vais dire à l'IA, je suis instituteur, je prépare un savoir lire pour mes élèves. Ils ont 10 ans. Le texte doit faire 250 mots environ et être adapté au niveau des élèves. Tu me proposeras ensuite 10 questions de type QCM avec une seule réponse possible. Je vais prendre ce prompt qui, vous voyez, est très très basique. Je vais simplement insister sur plusieurs points. Vous voyez que j'ai mis « ils ont 10 ans ». Je n'ai pas dit « ils sont en P4 ou en P5 ou autre chose » parce que l'IA travaille avec des données mondiales. Et donc, parfois, il arrive que quand on dit 4e primaire ou 5e primaire, l'IA ne puisse pas puiser dans toutes ces données pour identifier le niveau des élèves. Et donc, parler d'âge permet d'uniformiser les choses. Tout comme pour la longueur du texte, je ne vais pas parler en ligne, ça n'aurait pas de sens, mais je vais parler en nombre de mots ou en nombre de caractères. Une donnée numérique qui va être claire pour l'IA. Je vais juste lui rappeler, le cas échéant, que le texte va être adapté aux élèves. Et vous voyez ensuite que je demandais 10 questions de type QCM avec une réponse possible. Je vais donc lancer ChatGPT avec la requête. Je vais lancer la requête chez Copilot. Délibérément, ici, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas donné de thème à l'IA. C'est voulu. Comme ça, on pourra regarder ensemble ce que l'IA
nous propose comme thématique. Voilà, et on va encore faire dans le chat. Je te laisse faire pendant que tu le fais. Hein. Ouais. Il y a juste un petit débat qui se lance sur. Tiens, et je vois que tu n'as pas dit bonjour à l'IA, peux-tu, merci beaucoup. Et donc, il y a un petit débat sur les formules de politesse. Est-ce qu'il faut être poli avec l'IA? Alors, il y a en effet des articles qui disent que c'est bien, mais c'est à éviter parce qu'en fait, il doit traiter ces données. Ces bonjours et autres, ce sont des données que l'IA doit récupérer, traiter, et donc ça consomme un peu plus d'énergie. Donc, voilà. Est-ce que c'est utile? Pas forcément, en fait, dans les prompts. Et alors, juste pour Catherine, je me permets, hein, pendant que les Oui. IA répondent, Catherine de Will qui mettait justement concernant ce qu'on disait, et ce que tu disais avec l'utilisation des données style photos et autres. En fait, sachez que dans les IA, généralement, on voit ChatGPT par exemple, si vous allez dans les paramètres quand vous l'utilisez, vous pouvez en fait aller décocher. Par défaut, il y a l'onglet améliorer les modèles pour tous. C'est activé, mais vous pouvez désactiver ça pour ne pas qu'on utilise vos données, par exemple. Voilà, c'était juste une information pour répondre à Catherine qui avait posé cette question. Voilà, mais c'est vrai que même en décochant, il reste un flou artistique sur les données qui, voilà, comme elles sont appropriées. Et pour revenir sur les formules de politesse, j'avais vu passer l'article et c'est plus large que ça en fait. Le questionnement allait jusqu'à dire est-ce qu'il faut répondre merci d'un mail qu'on a reçu ou répondre à son collègue merci pour l'information, etc. Il y a un très chouette bouquin. Il y a le mot banane dans le titre, mais il ne me revient pas. Je peux chercher le titre après, qui est assez explicite sur l'impact environnemental des choses et qui démystifie un peu le problème en disant, évidemment, c'est extrêmement important d'être chacun éco-responsable dans ses actions. Mais de dire aussi, si je dis merci à l'IA ou si je lui dis pas merci, c'est pas moi, pauvre petit utilisateur, qui va avoir un impact global, sachant que certaines sociétés vont faire 100 000 requêtes à la seconde pour des actions boursières, par exemple. Évidemment, sans tomber dans la politesse, il y a le côté, en tout cas, feedback à l'IA pour lui dire, dans certains cas, je vous montrerai après, si le résultat obtenu est correct ou pas. Mmh. Parce que vous allez avoir parfois un meilleur résultat. Parce que l'IA est parfois complètement à côté de la plaque sur ce que je lui demande. Et lui faire un feedback va lui permettre de vous proposer par la suite une réponse qui est plus adaptée. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment pertinent et intéressant. Mais je me suis amusé à pousser l'IA dans ses retranchements aussi. Et j'ai été assez surpris que même en jouant le côté un peu plaintif, en disant « Allez, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin, etc. » Dans certains cas, ChatGPT me proposait un contenu qui me refusait précédemment. Et donc, il y a quand même un petit jeu. Voilà. Peut-on encore manger des bananes? Merci. Voilà. Je savais qu'il y avait le mot banane dans l'histoire, mais je me souvenais plus du titre complet. On ne sait rien te refuser, en fait, c'est ça. Voilà, ni le titre, ni l'IA pour toi. Bon, tu l'as dit, j'ai adoré ton exemple avec le shampoing tout à l'heure ou les implants. Bon. Alors, utiliser l'IA. Oui, vas-y, quoi, tu disais? Non, mais je suis sûr que MixABB ne va pas me prendre mon image. Alors, utiliser l'IA pour générer des contenus adaptés à différents niveaux de compréhension. C'est la suite de ton intervention. On va retourner voir justement ce que l'IA nous a produit pendant qu'on discutait. Et on va aller voir d'abord chez ChatGPT. Alors, vous voyez qu'on a un texte, le mystère du vieux chêne. Il a fait son thème lui-même. Je ne lui ai pas donné de consigne. J'imagine qu'au niveau de la longueur des mots, c'est là. Et vous voyez que même si je lui ai demandé de me proposer ensuite 10 questions, il ne l'a pas fait. Il me demande, souhaites-tu que maintenant avoir les 10 questions, je vais simplement lui répondre oui. Que je lui dise oui ou oui, merci, ça ne changera pas grand-chose. On va voir du côté de Copilot. Vous voyez que déjà ici, tiens, souvenez-vous ici, j'avais un texte sur le mystère du vieux chêne. Étrangement, Copilot me propose le mystère de la forêt enchantée. Donc, soit l'IA est très influencée par l'œuvre de Chantal Goya, soit en tout cas, on peut savoir, et je l'avais dit tout à l'heure, que ChatGPT et Copilot partagent un modèle de langage commun en partie. Et très souvent, quand on fait la même requête, on a des résultats extrêmement similaires entre ChatGPT et Copilot.
on part ici dans la forêt enchantée, mais finalement, voilà, on continue à parler d'arbres, etc. Cette fois-ci, j'ai bien eu mes questions de type QCM qui sont ici. Allons voir chez Perplexity. Ah, là, on change de thème. Nous partons dans le mystère du chat disparu. Mais si vous regardez, à nouveau, j'ai le mystère du vieux chêne. J'ai ensuite le mystère de la forêt enchantée. Et j'ai ici le mystère du chat disparu. Alors que je n'ai donné aucun thème à l'IA, elle me propose systématiquement, à 3 reprises, des textes avec un mystère. Alors que je lui ai demandé un texte simplement pour faire un savoir lire. Si je vais chez DuckDuckGo et Chat, tiens, là, on change de thème et on change d'approche. On a la journée d'un petit explorateur. Et donc, là, on est dans une autre démarche. Regardez aussi le type de question. Ici, on va me demander quel âge a Léo, alors que avant, on est dans d'autres types de questions. Il y a là aussi pas mal de différences qui sont à comparer entre les IA quand on leur demande des questions, par exemple, sur base d'un texte ou autre chose. Et puis le chat, lui, nous propose le voyage de Lélo et Lila. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les prénoms, mais ils ne sont pas très originaux, parce que j'ai un Léo ici, j'ai un Léo chez DuckDuckGo et Chat, et si je ne me trompe pas, j'ai une Lila ici, et j'ai une Léa ici, et je me demande si on n'avait pas un Léo quelque part. Enfin, voilà. Donc, vous voyez qu'on est avec des choses finalement extrêmement similaires dans certains types d'IA. Ce qui est intéressant, c'est de le savoir. Et donc, de se dire que quand je vais faire un prompt, parce que je veux faire un savoir lire, un savoir écouter, peu importe, j'ai intérêt à préciser le thème. Est-ce que je laisse l'IA décider ? Mais je risque d'avoir des thématiques extrêmement convergentes et finalement tourner en rond. Or, si je veux de la diversité dans les types de textes pour mes élèves, je vais devoir le préciser. Est-ce que je veux un texte injonctif ? Est-ce que je veux un texte de type recette de cuisine ? Est-ce que je veux un texte de type article de journal qui relate la fancifère de l'école ? Là, c'est votre expertise qui va compter. Faire le prompt n'est pas compliqué. Par contre, ce qui sera primordial, c'est bien la réflexion que vous aurez menée avant. J'ai besoin d'un texte parce que, en ce moment, ce serait pertinent de pouvoir travailler sur ce sujet-là. Ne pas laisser l'IA prendre la décision de votre thème, mais bien le dire à l'IA. Vous, ce qui compte, c'est finalement la longueur du texte. Vous connaissez vos élèves, vous connaissez l'année dans laquelle vous êtes, vous connaissez leur niveau de lecture, et vous allez pouvoir proposer la taille du texte. Vous allez pouvoir aussi lui demander que le texte soit au passé, par exemple, à l'imparfait, au présent indicatif, au futur simple. Mais gardez bien en tête quelles sont, vous, les questions, les thématiques, le contenu que vous souhaitez avoir. Et vous allez voir que dans les autres slides, je vous en passe quelques-uns, c'est toujours important finalement de se poser les bonnes questions. Donc, par exemple, aussi, ce qu'on peut demander à l'IA, je vous propose juste de tester celle-ci, on peut lui demander d'aller chercher sur un site web, donc là j'ai pris Wikidia pour exemple, de créer des questions. Et donc si je retourne dans mes différentes IA de tout à l'heure, lui poser les mêmes questions, on va voir ici ce que ça va donner. Et comme ça, le temps que l'IA travaille, je pourrais discuter avec vous et avec Marc pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Et on verra un petit peu le type de réponse que l'IA va nous apporter par rapport ici. Oups. Voilà. Et on ira comparer dans quelques instants les différentes réponses de l'IA pour cette question-là. Alors, d'abord, il y avait Roland, mais je vois qu'il y a déjà une réponse donnée par nos modérateurs. Mais l'idée était de voir est-ce qu'on peut demander à l'IA de créer des questions qui vont devoir, qui va nécessiter de l'inférence de prime abord. Oui. Tu vois, on aurait de prime abord dit non. Si. En fait, voilà. L'IA est un traitement de données. Donc, si elle comprend votre requête, elle est capable de la traiter. Elle aura peut-être besoin que vous lui expliquiez ce que c'est l'inférence.
Parce que dans son stock de données, pour elle, l'inférence sera peut-être quelque chose qui ne sera pas pédagogique. Ou en tout cas, elle ne va pas se référer à ce que nous, on entend d'un point de vue pédagogique. Et j'ai peut-être intérêt dans ce cas-là à lui donner un exemple de question. Voici le type de question pour travailler l'inférence que je souhaiterais avec mes élèves. Produit 10 questions de ce type-là ou 5 questions de ce type-là. L'IA n'est pas très bonne, l'IA n'est pas pédagogue tout court. Et donc, quand on lui demande des questions sur un texte, on a l'impression d'aller dépoussiérer un vieux livre des années 50 de lecture silencieuse avec des questions sans aucun intérêt. Parce que l'IA se base sur quoi? Ben, sur des dizaines et des centaines et des milliers de manuels scolaires, mais des manuels scolaires anciens et d'autres pays qui n'ont pas la même approche pédagogique que nous. Par contre, l'IA est capable de comprendre ce qu'est l'inférence, de comprendre ce type de questions, pour autant qu'on lui permette justement d'assimiler ce qu'on souhaite. Et donc, lui donner un exemple de questions qu'on souhaite, elle est tout à fait capable de pouvoir, après, imaginer et produire ce genre de questions. Il y a pas mal de questions. Alors, il y en a certaines auxquelles on répondra après coup parce que voilà, il y a par exemple des questions liées au droit d'auteur dans ce qu'on va faire. C'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir le respecter, hein, cette règle. Il y a aussi, alors je vais revenir juste face. Alors celle-ci. Comme ça, on revient un peu sur aussi l'enseignement pendant que, parce que là, là, on est en train de donner une règle pour créer du contenu, Oui. Mais il y a aussi, on parlait d'information, et donc face à l'IA et à la masse d'informations, distinguer le vrai du faux devient un défi. Comment former les élèves à exercer un réel esprit critique au-delà des intentions pour décrypter les informations et adopter une posture autonome. J'ai presque envie de dire, enfin, si je peux me permettre, hein, c'est dans le référentiel, quand on est sur justement questionner la fiabilité d'une source, on a ça en 4e dans le cours de numérique. Ça va faire partie aussi de pouvoir justement ne fût-ce qu'utiliser l'IA, voir les informations qu'elle me donne et la poser sur différentes IA, se rendre compte qu'on n'a pas toujours la même réponse à une information, la comparer avec d'autres choses. Alors, l'idée en 4e primaire ne sera pas de dire, tiens, est-ce que l'IA se trompe ou pas? L'IA est de se poser des questions, se questionner sur la fiabilité. Est-ce que l'IA pourrait se tromper? C'est déjà, un questionnement important pour les P4, et j'ai vu qu'il y avait des gens du secondaire. C'est en secondaire qu'on va là développer des systèmes de recherche pour aller croiser, vérifier l'information et donc s'assurer qu'elle est vraie ou pas. En P4, on va surtout, dès le départ, amener les élèves à prendre conscience qu'il est important de questionner parce que l'IA ne dit pas toujours la vérité. C'est là où on va être. Ta réaction par rapport à ça? Oui, tout à fait. En fait, justement, on parlait tout à l'heure de l'omniprésence de l'IA. Moi, je crois que justement, c'est extrêmement important de pouvoir garder en classe des dictionnaires, des encyclopédies, de pouvoir continuer à les emmener à la bibliothèque, de pouvoir les emmener sur des sites de référence, de leur donner de la presse écrite et de pouvoir comparer les choses. Très, très clairement, il y a un enjeu énorme de pouvoir amener nos élèves, comme disait Marc, à s'interroger. Est-ce que tout ce que je lis, est-ce que tout ce que je vois sur une IA est vrai ou n'est pas vrai? Mais est-ce que tout ce que je lis dans un magazine est vrai ou pas vrai? Finalement, qu'est-ce qui distingue la presse sérieuse, je vais dire comme ça, d'un magazine publicitaire? On a aujourd'hui, dans les toutes boîtes, des magazines publicitaires et dont la pertinence, voilà, j'ai été, pour sortir de l'IA, extrêmement surpris et choqué de savoir que le soir, qui est quand même un journal pour lequel, moi j'ai toujours dit à mes élèves que c'était quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer, faisait des articles de publi-reportage sans dire que c'était du publi-reportage. Et donc, finalement, mon discours, même avec la presse, se nuance beaucoup plus en disant, ben voilà, quand tu lis, et je l'ai encore fait avec des élèves, des étudiants cette année, quand vous lisez l'article, qu'est-ce qui vous choque? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous paraît étrange de la part d'un journaliste de parler comme ça? Et évidemment, après quelques minutes et quelques discussions, bah oui, c'est quand même très, très positif, cette manière de voir les choses. Bah, oui, c'est même pas très positif. C'était, on déroulait le tapis rouge, on mettait les paillettes et tout le reste avec. Et donc, bah voilà, je crois que pour l'IA, c'est la même chose. De pouvoir se dire, et je parlais tout à l'heure des biais, montrer, alors évidemment en primaire ils sont trop jeunes, mais en secondaire, montrer les biais dans la création d'images est extrêmement intéressant.
de montrer, par exemple, que quand une IA peint à la manière de Van Gogh, elle ne reprend que certains traits particuliers de Van Gogh, oubliant finalement plein d'autres choses du peintre. Et là, je crois qu'on peut avoir de très, très chouettes activités. Se dire d'une certaine manière, je compare les œuvres de Van Gogh, je compare ce que me donne l'IA et finalement à quoi l'IA s'est-elle arrêtée, qu'est-ce qu'elle me propose de pertinent ou pas à ce moment-là. Cela dit, si je peux me permettre, tu parles de ces biais-là, mais il y a les biais de stéréotypes de genre aussi, ou de couleur de peau ou autre. Et c'est intéressant de générer des images avec des enfants, justement, et se rendre compte qu'il y a des stéréotypes parce que les IA se sont nourris de certains types de contenus. Et on est en EPC, on est en formation manuelle technique, technologique et numérique quand on va faire ce genre de choses aussi. Donc, c'est intéressant d'aller là-dessus. Alors, juste avant, et puis on va vraiment partir sur la découverte des résultats, mais il y a Nicolas qui écrit l'IA va peut-être remettre notre réflexion sur nos méthodes, notre relationnel au centre du métier, afin de faire progresser nos élèves en ne perdant plus de temps sur tous les côtés administratifs de notre métier. Est-ce que l'IA va nous permettre de gagner du temps? J'ai envie de dire, tu vas sûrement aller dans mon sens, mais oui, quand on saura l'utiliser correctement, parce qu'elle peut nous en faire perdre beaucoup aussi, et ce sera le cas pour les élèves d'ailleurs. C'est ça. Je crois qu'au début, comme toute nouveauté, on perd beaucoup de temps. La première fois qu'on a un nouvel appareil qui soit électroménager, électronique, on perd plus de temps à le faire marcher qu'à réellement l'utiliser. L'IA, il faut le temps. Moi, je vous donne un exemple sur lequel je gagne des heures et des heures de sommeil. C'est, par exemple, toutes les études de cas, puisque je donne cours dans le supérieur. Je dois souvent créer des études de cas qui prennent 3, 4, 5 pages. J'ai pas l'imagination toujours et finalement, je tourne un peu en rond. Là, j'ai aujourd'hui la capacité de produire une étude de cas, de la retravailler et d'avoir un résultat final en 1 heure, 1h30 qui est de très, très bonne qualité pédagogiquement. Et donc, du coup, d'avoir le temps de réfléchir à mon dispositif pédagogique, à mettre en place des choses pour lesquelles je manquais de temps. Sur la charge administrative, moi, alors là, j'en rêve que la charge administrative soit prise en charge par l'IA. Je sais pas, on enverra un petit message, on demandera à l'IA de nous faire un message à la ministre pour qu'elle nous allège la charge administrative. Mais je pense que dans certains cas, oui. En tout cas, très clairement, je pense que bien utilisée, elle pourra nous délester de certaines choses qui n'ont aucune plus-value pédagogique. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je reviens sur une formation que donnera d'ailleurs Vinciane Trémourou l'année prochaine sur justement les usages pour nous permettre de gagner du temps dans nos pratiques. Et sur la salle des profs, d'ailleurs, il y a des capsules qu'elle réalise qui sont déjà là pour essayer de nous aider dans l'administratif. Alors, le résultat, moi je suis impatient de voir ce que ça donne. Allons voir un petit peu donc, ce que l'IA nous a proposé par rapport aux questions sur base d'un site. Attendez, hop, je reviens ici. Voilà, donc voilà les 10 questions sur Wikipédia que vous avez par rapport à ChatGPT avec les bonnes réponses qui sont proposées. Vous voyez qu'il me propose, alors moi je suis dans une version payante ici de ChatGPT, une version imprimable ou même une fiche élève avec ces questions, n'est-ce pas merveilleux? Copilot l'a fait de la même chose. Alors vous voyez que on a des questions relativement similaires, mais finalement, je suis sur la page des escargots de Wikidia, donc j'ai pas un contenu non plus énorme. Ce qui est intéressant, évidemment, quand on est dans un environnement comme celui de Microsoft avec Copilot, c'est qu'on va pouvoir directement travailler dans certains outils. Vous voyez ici que je vais ouvrir directement dans Page ici pour la voir. Voici ici Perplexity. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Perplexity, c'est qu'il nous explique ses sources. Bon, évidemment, ici, les sources sont Wikidia, puisque je lui ai demandé. Mais si je lui avais demandé des questions sur les escargots, il commence toujours par citer ses sources. Et je trouve que là, on a un outil qui est aussi très, très pertinent avec les élèves. Parce que ce qu'on peut reprocher à ChatGPT notamment, c'est qu'il n'y a jamais de source, ou très rarement. Chez Perplexity, les sources sont mises en avant. On a toujours les sources qui commencent avant même la réponse. Et donc, je peux consulter. En effet, il est bien resté sur Wikidia comme je lui avais demandé. Mais si je lui avais demandé autre chose, j'aurais mes différentes sources ici qui seraient proposées. DuckDuckGo, vous voyez, me propose aussi mes QCM.
tout comme ici sur le chat. Et Gemini, je lui avais demandé entre-temps si on pouvait ramasser des œufs de vache, mais il ne s'était pas fait avoir et m'avait dit que ce n'est pas possible de ramasser des œufs de vache. Et donc voilà, à nouveau, c'est toujours se poser la question: de quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'un texte, j'ai besoin de questions, j'ai besoin d'autres choses. Et là où je trouve que ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est quand on se dit, tiens, j'ai besoin de ça, mais je n'en ai pas le temps. J'ai trouvé un article sur le soir, mais mes élèves de P3 ne vont jamais comprendre l'article, il est beaucoup trop complexe. Ben, c'est de pouvoir demander à l'IA de modifier ce texte pour le rendre compréhensible pour un élève de 8 ans, avec un tel nombre de mots ou de caractères. Et parfois, ben, simplement aussi pouvoir générer une synthèse, un texte. Donc, vous voyez ici, ben, de demander un texte sur les états de l'eau avec 10 questions de compréhension. Moi, j'ai pas, franchement, quand je donnais éveil, tout ce qui était scientifique était quand même ma bête noire. Je manquais toujours d'idées. Ben, je me dis qu'avec l'IA, on peut lui demander des expériences, dans ce cas-ci, expériences simples, avec la loi de Newton. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'IA, je vais même pouvoir lui dire, j'ai tel matériel. J'ai un ballon, des ficelles, des poids. Comment est-ce que je vais faire? Et décris-moi pas à pas les consignes que je vais donner aux élèves. L'IA est extrêmement pertinente pour faire du pas à pas. Et avec le nouveau référentiel FMTTN, par exemple, demander à l'IA de produire un pas à pas pour une recette ou pour une technique liée au bois ou aux matériaux, etc., sera vraiment très opérant et très intéressant. On va aller voir ici, bah, justement, avec l'expérience de Newton, ce que nous proposerait l'IA. Et donc, je vais ici juste reprendre le prompt que je vous montrais et je vais lui demander en plus, voilà, donc je suis enseignant en primaire, j'ai besoin d'une expérience qu'ils peuvent réaliser en classe avec le matériel et donc décrit les étapes de l'expérience. Je vais juste ici modifier en disant pas à pas afin que les élèves puissent disposer d'une fiche avec une démarche à suivre. Hop, et je vais lui préciser comme tout à l'heure, mes élèves ont 11 ans cette fois-ci, pour bien situer le contexte. Et là, on va avoir, dans certains cas, moi je suis parfois extrêmement surpris de la qualité du pas à pas. Parce que quand c'est quelque chose que nous, on maîtrise, on finit par oublier des étapes. Moi, quand je dois expliquer à quelqu'un une technique dans Word, de quelque chose que je fais tous les jours, j'ai parfois du mal à décomposer mon geste. Ici, l'IA va le faire et vous voyez, je vais avoir les étapes de l'expérience. Attache une extrémité de la ficelle à la chaise, enfile la paille sur la ficelle, etc. Et il me propose ici différentes choses. Et donc, au-delà de l'aspect éveil scientifique, je vais aussi avoir finalement du français qui va être travaillé à travers cette expérience. On peut être beaucoup plus originaux aussi et se dire par exemple que pour voir le Moyen-Âge, bah, on va utiliser Videnoise, dont vous parlez Marc tout à l'heure, en mettant en scène 2 personnages et demander à l'IA de créer un dialogue entre un chevalier et un paysan du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui pourrait se dire et faire parler les 2 personnages dans Videnoise. Et chez les plus grands, on pourrait même leur dire, tiens, et si vous, maintenant, vous faisiez créer par l'IA un dialogue et de leur donner une thématique et de retravailler, de n'utiliser l'IA peut-être que comme base, mais de pouvoir travailler après sur le dialogue. Voilà, d'autres propositions, hein, par exemple, faire rédiger un conte sur les couleurs chaudes et froides en art plastique. Je vous parlais de FNTTN et par exemple de demander de faire une fiche d'assemblage sur le bois, sur la cuisine, sur l'électricité. Il y a comme ça beaucoup de choses qu'on peut produire ici avec l'IA. L'IA, on peut l'utiliser pour soi aussi, pour se dire à un moment donné, tiens,
Si tu étais avec moi, quelqu'un pour brainstormer avec moi sur mes pratiques pédagogiques. J'ai du mal en classe avec la différenciation pédagogique parce qu'il y a trop de niveaux dans ma classe. Voilà, donne-moi des bases pour commencer à différencier avec mes élèves pas à pas. Et vous pouvez dire à l'IA, comme vous le voyez ici, tu es facilitateur de brainstorming ou encore, je pense que j'en ai un autre, on va garder celui-ci uniquement. Tu vas m'aider à réfléchir et repose-moi des questions afin que vous puissiez vous-même réfléchir à vos pratiques. L'IA est assez peu originale dans ses approches pédagogiques. Par contre, elle peut être très intéressante pour vous aider à vous questionner. Et parfois, quand on n'a pas l'occasion de le faire avec les collègues, ça peut être une autre approche pour le faire aussi. J'adore faire des escape games pédagogiques et par exemple, l'IA est très, très bonne conseillère pour me donner d'autres énigmes. J'en ai encore créé un ce week-end et dans certains cas, elle me propose des types d'énigmes où je me dis, ouais, c'est vraiment pas mal et je n'y aurais pas pensé parce que c'est pas ma démarche habituelle, c'est pas dans ce que je fais habituellement. Autre exemple, rédiger vos consignes par l'IA. On sait qu'il y a énormément d'implicites dans l'enseignement et que parfois on pense, je suis le premier à croire que mes consignes sont claires et quand je vois le nombre de questions que j'ai de mes étudiants, je me dis qu'elles ne sont pas si claires que ça. Et parfois de pouvoir demander à l'IA, tiens, est-ce que cette consigne est compréhensible? Comment est-ce que je pourrais l'améliorer? Là aussi, finalement, on fait travailler la machine sur des choses qu'elle maîtrise, à savoir la maîtrise d'un langage, l'adaptation d'un langage par rapport à un objectif. Autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez Moaki ou un site qui s'appelle Opia qui permet de faire des parcours. Moaki, c'est faire un peu les histoires dont vous êtes le héros, avec plusieurs embranchements, etc. Si on se lance dans Moaki avec peu d'imagination, on risque très vite de se retrouver coincé. Demandez à l'IA de créer une structure de base, par exemple, et inviter les élèves à pouvoir, par la suite, la compléter. Alors, on n'aura pas le temps de tout voir ici, mais je voudrais quand même m'arrêter une minute ici. Je pars toujours du principe que ce qui est utile pour l'enseignant sera utile pour l'étudiant, pour moi, ou sera utile pour l'élève. On peut de plus en plus imaginer l'IA comme un tuteur pour les élèves. Alors, je vais très vite nuancer. Et donc, si vous dites à l'IA, je prendrai l'exemple ici, j'ai besoin que tu m'aides à développer mes compétences en anglais, tu vas me faire un dialogue, elle est très bonne. Par contre, l'IA est d'une nullité implacable pour vous faire un feedback pédagogique intéressant. L'IA vous dira toujours que ce que vous faites est merveilleux. Même si vous êtes nul, vous allez avoir un feedback positif. Alors, je suis tout à fait d'accord pour l'éducation positive, mais à un moment donné, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Or, l'IA ne le dit pas, ou en tout cas ne le dit pas suffisamment. Mais par contre, l'IA peut être très très chouette pour faire une situation et on a de plus en plus les IA qui se développent sur applications mobiles et donc dans ce cas-là où on va pouvoir travailler à l'oral et donc des élèves plus jeunes ou qui sont moins à l'aise avec l'écrit pourront tout à fait dialoguer avec l'IA et travailler là-dessus. Et j'en profite du coup pour un petit zoom sur un outil qui commence à être bien connu, c'est Magic School, puisqu'il a toute une interface qui est dédiée aux enseignants. Magic School, en fait, c'est une interface sur laquelle les prompts sont déjà préécrits. Simplement, c'est-à-dire que vous n'avez pas à dire « je veux 10 questions », vous lui dites simplement le thème et quand vous choisissez l'option « question », il va vous le faire. Ce qu'on connaît peut-être moins et qui est extrêmement pertinent, c'est Magic Student, qui est dans Magic School. Vous savez créer votre classe et y mettre vos élèves. Vous n'avez pas besoin de leur créer un compte, donc il n'y a que votre compte à vous qui est utilisé. Mais surtout, vous allez pouvoir choisir les applications que vos élèves pourront utiliser et vous allez pouvoir voir ce qu'ils demandent à l'IA. Et quand on parlait tout à l'heure d'éducation, d'esprit critique, etc., je trouve ça extrêmement pertinent parce que non seulement on va pouvoir les immerger avec l'intelligence artificielle, mais on va surtout pouvoir
aller voir avec eux et a posteriori si leur usage était intéressant ou si au contraire, ils ont décidé de jouer plutôt le moindre effort en demandant à l'IA de faire à leur place. Je trouve que l'environnement a sa pertinence par rapport à ça et peut être vraiment intéressant à explorer. Voilà. Alors, je vois que il y a une question dans le chat, si on peut avoir une rétroaction en fonction des points positifs ou négatifs sur une production d'élèves grâce à l'IA. Je suis, moi, toujours extrêmement déçu de ce que l'IA me propose quand je lui demande une analyse d'une production d'élèves. Chaque fois, alors de toute façon, mes élèves sont devenus très brillants avec l'IA, parce que si je leur donne une production, l'IA me dit toujours que oui, c'est bien. Même si je lui donne ma grille d'évaluation, même si je lui dis attention, tel critère, c'est fondamental ou autre chose, l'IA a une tendance à sortir beaucoup trop de positifs par rapport à la production attendue. Or, évidemment, un feedback positif est intéressant pour commencer, mais il faut aussi que je puisse aller pointer les manquements. Ce que l'IA ne fait pas suffisamment, à mon sens. L'IA a une tendance très souvent à minimiser les points d'amélioration. Alors, quand on la force, quand on lui demande bien en disant identifie au moins 5 points d'amélioration, etc., ça va mieux, mais je trouve que la critique n'est pas suffisamment constructive. On est trop dans le côté un peu bisounours, comme j'aime bien dire, et pas suffisamment sur le côté constructif qui va permettre à l'élève de s'améliorer. Or, c'est bien ce qu'on attend d'une évaluation. C'est bien avoir une photographie de l'avancée et des points pour s'améliorer. Ce que l'IA ne produit pas, en tout cas les IA génératifs, pas suffisamment aujourd'hui, même avec des critères et des grilles d'évaluation. Ça va peut-être s'améliorer par la suite, mais en tout cas, moi, les tests que j'ai faits, j'en ai fait de nombreux, ont été toujours un peu limités. Maxime, il nous reste 10 minutes, comme ça tu le sais. Alors juste par rapport à Magic School, Roland nous dit l'avoir découvert à Ludovia, mais il l'avait découvert en français. Là, celle qu'il a trouvée, c'est en anglais. Elle existe en français. Hein. Oui, mais en fait, ils ont été très méchants. Ils ont été cachés le bouton pour changer la langue. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer où se trouve le bouton. En fait, ils ont été le mettre tout en bas à gauche. Et donc, quand je suis sur Magic School, bon, moi ici, je suis en français, il faut descendre tout en bas à gauche. Et vous voyez ici, j'ai FR. Et donc là, vous pouvez le modifier et le mettre en anglais, en arabe, en ce que vous voulez. Je vais éviter de le mettre en chinois, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Mais voilà, toujours descendre en bas à gauche. Et là, vous savez, normalement, modifier et basculer du coup en français. Et alors, il y a une autre question qui revient beaucoup, c'est la notion des RGPD, les IA et le RGPD, parce que tu parlais par exemple d'introduire des données où moi je vais utiliser des données pour réaliser un tableau à partir des résultats. Je pourrais très bien le faire, mais est-ce qu'il y a des IA potentiellement plus RGPD que d'autres ? Alors, ce qu'on m'a dit, et j'ose espérer qu'on ne m'a pas menti quand j'ai posé la question, c'est que quand des comptes scolaires sont utilisés, de type Microsoft ou Google, l'accord passé avec ces sociétés et donc l'usage de l'IA de cette société correspondait aux normes du RGPD. Dit autrement, si dans mon école on utilise Microsoft avec des licences Microsoft et que je vais sur Copilot, c'est OK. Si dans mon école, c'est des adresses Google et éducation et que j'utilise Gemini, c'est OK. Il reste quand même, à mon sens, un flou. Et moi, je suis plus à partir du principe de prudence tant que le flou n'est pas totalement levé. C'est-à-dire que je m'interdis personnellement de mettre des noms, prénoms, données d'élèves dedans. Mettre un tableau avec des points en me disant « analyse » les scores de mes élèves pour me donner un feedback, oui. Mais dans ce cas-là, je supprime. Excusez-moi. Non, je sais en tout cas pendant que tu bois, et je sais qu'il y a comme ça quelqu'un qui avait rentré les données d'une entreprise en demandant je pense que c'est dans ChatGPT, d'analyser, d'en faire. Et en fait, ChatGPT s'était nourri de ces données-là et les avait restituées en réponse à quelqu'un d'autre après. On voit ceux qui ont été peut-être plus dans les débuts avec Copilot, Microsoft, pour qu'il y ait un respect des données, on n'avait pas d'historique.
Et donc, Microsoft nous disait, il n'y a pas d'historique parce que, justement, les comptes sont protégés, etc. Et 3 mois après, on avait quand même l'historique des conversations. Donc, voilà, je pense qu'il reste quand même des flous qui sont voulus, entretenus ou peut-être méconnus. Moi, si j'avais un conseil, c'est vous n'avez pas besoin de mettre le nom, le prénom de vos élèves. Si vous voulez faire une analyse générale des résultats de vos élèves, vous pouvez le faire de manière anonyme. Et donc, soyons prudents avec les données d'élèves et mieux vaut ne pas les mettre que de risquer peut-être qu'elles se perdent dans la nature. Quelques exemples d'utilisation avec les élèves? On peut aller là-dessus? Bien sûr. Les exemples je dirais, vont s'arrêter à la limite où votre imagination va s'arrêter. Je vous montre ici quelques outils qui peuvent servir d'exemple. Je trouve que, par exemple, il est temps que le webinaire se termine, j'ai presque plus de temps. La création d'images peut être un très très bon exercice avec les élèves parce que ça nécessite à la fois une maîtrise du langage, une maîtrise du français. Il faut que je sois capable de rédiger précisément ce que j'ai envie d'avoir. Si je veux une vraie image intéressante, ma première compétence, c'est la maîtrise de la langue. Je suis capable de rédiger un texte qui décrit un personnage, et donc je suis dans le texte descriptif, du portrait, etc. Il va falloir aussi que je maîtrise des aspects graphiques, comme le motif, l'ambiance, etc. Et donc, finalement, on travaille le côté art plastique par rapport à ça. Et donc, il y a quand même pas mal d'outils qui existent. Moi, j'aime pas mal Microsoft Designer. Malheureusement, il n'est pas lié aux licences éducation, mais je trouve qu'il est assez intéressant. Et alors, si vous êtes sur Canva, ils nous ont fait un grand webinaire la semaine passée avec plein d'annonces. Et je suis allé tester leur outil de création d'images parce que j'étais assez déçu de ce qu'on avait dans Canva avant. C'est assez bluffant. Hier, je lui ai demandé de me faire le Colisée de Rome, mais en bon état, mais à notre époque. Et j'ai eu 4 images, franchement, extrêmement correctes, pour pas dire très, très chouettes. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que, pour moi, on est vraiment dans l'interdisciplinarité. À la fois le côté artistique, mais évidemment le côté langue française, et aussi de pouvoir se dire, tiens, de nouveau, et là je reviens à ce qu'on disait au début, questionner, est-ce qu'il est pertinent de créer une image avec l'IA ici? Est-ce qu'on n'a pas une image qui existe, qui est libre de droit et qu'on peut utiliser? Et donc, pouvoir aussi travailler ça. Donc, par exemple, ici, vous voyez, c'est une activité autour des jeux de mots avec l'œuf, quoi. Des œufs brouillés ou un œuf maillot ou autre chose. Comme c'est Pâques, ça permet d'avoir quelques idées. Ici, c'est plus pour les plus grands. Je ne crois pas qu'en primaire, ce soit extrêmement utile, mais je le trouve quand même assez pertinent pour vous. C'est Napkin. C'est une IA qui est capable de vous faire des schémas sur base d'un texte. Et donc, vous mettez un texte, comme ici, l'histoire de la Belgique, et elle va vous proposer des schématisations. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que on n'a parfois pas le bon visuel pour aider les élèves. Et donc, pouvoir leur produire un visuel peut être intéressant. Mais surtout, je veux dire, en P5, P6, ça peut être très intéressant de leur dire, tiens, mets le texte, et là, regarde les schémas. Lequel choisirais-tu et pourquoi? À la limite, c'est pas la création du schéma, mais c'est bien le choix du schéma. Parce qu'il va me permettre d'expliquer ou parce que la disposition et travailler finalement l'argumentation du choix de l'illustration peut être vraiment, vraiment intéressant ou simplement aider les élèves à pouvoir avoir aussi un support visuel pour l'une ou l'autre chose. Et Marc vous en a parlé tout à l'heure et je l'aime beaucoup aussi. Pour moi, Vidnose est un très, très chouette outil. Et dans sa version gratuite, c'est limité à 3 minutes. Et je trouve que pédagogiquement, en fait, la version gratuite est géniale parce qu'au-delà de 3 minutes, ça n'a pas d'intérêt. Et on peut faire une vidéo de 3 minutes par jour. Et dans ce cas-là, on peut évidemment se dire, on va créer la vidéo soi-même pour les élèves, c'est déjà pas mal.
mais de travailler avec les élèves et de se dire, et si on créait un mini-journal avec Vidnose, puisqu'on va pouvoir avoir des fonds, des thèmes, etc., et que chaque élève va écrire quelques lignes du reportage pour pouvoir le mettre. À nouveau, on va croiser le français avec ici l'éducation aux médias et autres. Et la création de podcasts aussi. Enfin voilà, je vous laisserai aller découvrir. Il y a encore pas mal d'idées ici. Un petit dernier, parce qu'il est vraiment sympa, c'est Quiziz. Quiziz maintenant a largement intégré l'IA et est capable de vous créer des quiz pour les élèves sur base d'une vidéo YouTube, sur base d'un site web ou sur base de votre propre document de cours. Les questions sont pas toujours excellentes complètement, mais elles constituent une très très bonne base pour travailler avec les élèves et lancer un quiz avec eux. Je vais juste d'abord rebondir sur le fait que ça me fait penser à une réflexion qu'on a souvent, c'est dire en fait les élèves ne vont plus écrire parce que l'IA va écrire à leur place. Jusque pour avoir un texte écrit correctement par l'IA, il faut d'avoir bien écrit le prompt. Et en fait, on va juste déplacer ce que l'élève produit en fait en termes d'écriture. Et en effet, la capacité à s'exprimer et à s'exprimer clairement, que ce soit par écrit ou par oral, est déjà avec l'IA fondamentale. Si je ne sais pas rédiger un prompt, c'est-à-dire produire par écrit clairement ma pensée de ce que je souhaite avoir, je n'aurai pas le résultat. Et donc, la maîtrise de la langue sera vraiment extrêmement fondamentale pour utiliser l'IA. Et alors, c'est vrai qu'il y a une activité, on la propose souvent en formation, c'est vous prenez une image type et vous demandez aux élèves de faire le descriptif le plus précis possible de cette image. Et alors, on va introduire leur texte dans l'IA pour voir ce que ça donne. Et on se rend compte là où ils n'ont pas été précis, là où ils auraient dû mettre plus d'informations pour justement que et on est clairement en train de travailler la langue française tout en s'amusant. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en fait et profiter de ces outils-là, mais se rendre compte justement des limites et se rendre compte aussi que si l'humain n'est pas là pour vraiment être clair dans ce qu'il donne comme information, la machine ne sera pas capable de pouvoir répondre aux besoins. Non, c'est ça. Et la machine ne va pas faire preuve de créativité. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le texte. J'ai le mystère du chêne, le mystère de la forêt, etc. Si je ne suis pas clair dans ma demande, j'aurai quelque chose de très banal et de très générique. Et donc, évidemment, l'intervention humaine, elle est essentielle. Et du coup, c'est là où c'est intéressant. On parlait d'esprit critique, là, comme ça, la boucle est bouclée, mais on parlait du développement de l'esprit critique et comment faire en sorte que. Mais je crois que c'est parfois justement en utilisant ça en classe avec les élèves qu'on peut se rendre compte des limites et qu'on peut se rendre compte justement de tout un tas de choses. On parlait de biais ou autres. Donc, n'hésitons pas. Quand on est sur Canva, par exemple, et ces 4 images, quand on demande, on a fait le test, on demande de générer une image, même un dessin avec 3 enfants, bizarrement, il va représenter, enfin lui en tout cas Canva, parce qu'on lui a dit attention, tu dois pas être dans le stéréotype, il va essayer de représenter avec un asiatique, un européen et un type africain. C'est assez marrant, mais c'est intéressant d'observer tout ça et donc utiliser que pour porter un regard critique sur l'utilisation. En fait, c'est le volet numérique avec la création de contenu et puis ce regard critique. On est clairement là-dessus en fait. Il y a encore une question, enfin il y a encore 2 questions. Je ne sais pas si tu en connais une spécifique. C'est Sabrina qui demande si il existe comme Duke AI un générateur d'images qui ne nécessite pas un compte. Est-ce que tu connais? À ma connaissance, non, malheureusement. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Et la plupart, de toute façon, des IA demandent un compte. Et en tout cas, au niveau des images, oui, là, c'est très clairement, je n'en connais pas qui le font sans compte. Cela dit, Canva, enfin, il y a un compte évidemment qui sera le compte édu de l'enseignant, sur lequel on peut créer des adresses qui ne sont pas celles de l'élève pour l'inviter à utiliser cette génération d'images via le compte Canva. Ça peut être fait aussi en 5e, 6e sans aucun souci. Et alors, dernière question. Alors, je croyais pouvoir la. Ah oui, il faut d'abord que je
cache celle-là. Et donc la dernière question, c'est une question, je suis pas sûr qu'il y ait une réponse, en tout cas une réponse légale, officielle. À partir de quel âge les élèves peuvent-ils aller sur une IA? En effet, il n'y a pas de réponse officielle. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle en Europe l'AI Act, qui pose en fait une série de bases, de recommandations, et qui ne sont pas d'ailleurs des lois, mais de recommandations, qui ne parlent pas d'âge. Néanmoins, d'un point de vue mondial, en fait, la plupart des pays adoptent la même recommandation, pas réglementation, la même recommandation pour les réseaux sociaux. En gros, avant 13 ans, voilà, pas de Facebook, pas d'Insta et pas d'IA. Après, ça, c'est légal, ça. 13 ans, ça, c'est. Oui, à part que pour l'IA, ça n'a pas été mis dans la loi. Voilà. Et donc, c'est une recommandation. De toute façon, j'ai envie de dire, quand vous avez Netflix à la maison, il y a une IA derrière qui propose des choses similaires. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de loi, parce que l'IA fait partie du quotidien et qu'on ne peut pas interdire l'IA à des enfants parce qu'elle existe. Je pense que ce qui est important n'est pas tant la question de l'âge pour y aller, mais la question de l'accompagnement. Accompagner un enfant de 10 ans avec l'IA en classe, pour moi, ne pose aucun problème, ni d'un point de vue légal, ni d'un point de vue pédagogique. Laisser un enfant de 6 ans avec ChatGPT sur le téléphone tout seul me pose un problème déontologique et éthique, mais ce n'est pas une question de légalité. Comme souvent, l'âge de 13 ans a été mis parce qu'en fait, en psychologie, il fait référence à la capacité d'abstraction, comme si à 13 ans, ils vont avoir la capacité de recul critique, etc. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Si on les a pas préparés, ça va pas arriver. Donc voilà, légalement, il n'y a pas d'âge. Il y a ce côté, je pense qu'il faut le plus le voir d'ailleurs sur le côté pédagogique et se dire comment est-ce que je le fais. Et un petit bonus que je vous mets dans le chat à tous, parce que je l'ai découvert qu'il y a 2 jours, ça m'a fait rire, mais il peut être pédagogiquement intéressant comme activité, c'est Suno. Ça vous permet de créer des chansons sur base d'un texte, et dans certains cas, c'est quand même pas mal. Franchement, je vous le conseille. Si vous avez un texte sur, je sais pas moi, le Moyen-Âge ou autre chose, faites-lui jouer en reggaeton ou autre chose. C'est assez pas mal quand même à découvrir. Vous pouvez même créer la chanson, moi, c'est la chanson de la Fancy Fair, en fait, de la fête scolaire. Voilà. On crée une chanson sur sa classe avec la rythmique, donc on crée les propres paroles, on va les mettre là et ça peut être très chouette. Je vais me permettre parce que là, il est 29, donc on va devoir s'arrêter maintenant. Juste pour dire, la transition, elle est bien faite. On parlait des réseaux sociaux. On va déjà se préparer à cet usage des réseaux sociaux de façon préventive avec le volet sécurité de numérique. Et justement, ça tombe bien puisque notre prochain webinaire sera là pour parler de cela, entre autres, puisque le prochain webinaire, ce sera le 22 mai, portera donc sur justement les attendus de 6e primaire au niveau du volet numérique. Et il y aura, entre autres, même des chansons dans la présentation générée avec Suno. On vous a préparé vraiment des petites choses, vous allez voir, assez magiques. On vous présentera aussi des activités vraiment préparées pour vous liées à ce volet numérique. Je ne voudrais pas… je n'ai pas le temps, mais je sais qu'il est dans le Digipad. Vous avez déjà reçu le lien et vous allez le recevoir encore par mail. Mais il y a une collection repères qui a été produite par le CESEM et donc, c'est à destination des enseignants pour justement clarifier certaines notions. Et le dernier numéro que vous allez pouvoir directement avoir accès en PDF porte justement sur l'intelligence artificielle, très bien fait avec des pistes. Qu'est-ce que l'IA et comment justement l'aborder avec les élèves. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est sur le Digipad. Et puis, je terminerai aussi parce que le Forms, vous avez déjà répondu en début certains, mais n'oubliez pas de répondre aux Forms pour le choix des webinaires de l'année prochaine. C'est super important puisqu'on va devoir là bientôt arrêter ces choix pour justement les rentrer dans le catalogue pour l'année prochaine. Je pense que j'ai tout dit, je crois, là maintenant. Il est 21h31. Donc, moi, je propose, Maxime, c'est que le mot de la fin te revienne. Voilà. C'est très gentil. En tout cas, moi, c'était très sympa de pouvoir passer cette soirée avec vous.
Donc, le support, il est déjà présent, je pense, sur le Digipad. Oui. Voilà, à votre disposition. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller creuser et surtout à vous approprier les prompts, à bien penser à ce que vous pourriez demander à l'IA avant de vous lancer. Posez-vous simplement, fermez l'ordinateur. Dites-vous, tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir que j'ai jamais le temps de créer pour ma classe? Et lancez-vous et essayez. Tiens, juste quand même, parce que j'ai le mot de la fin, mais si là maintenant, parce que je t'ai présenté en disant c'est Monsieur IA au CEGEC, si maintenant j'ai une question vraiment importante, on parlait de RGPD ou autre qui me turlupine, je peux te contacter? Alors, ça va être compliqué parce que je ne travaille qu'à mi-temps et que voilà. Mais si vous avez des questions, oui. Moi, mon domaine, il est quand même beaucoup plus pédagogique, moins sur les aspects juridiques. Et il y a le service juridique du CEGEC qui est bien mieux, plus compétent que moi par rapport à ça. Mais oui, vous pouvez m'envoyer un mail, j'y répondrai avec plaisir. Cela dit, je dis ça et sachez-le, même nous, l'ensemble des conseillers technopédagogiques, hein, on s'est formé, on continue à se former, à s'informer sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur l'usage de l'IA. On y répondra bien volontiers. Voilà. On se dit au revoir et une bonne soirée. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir.